On te parler, même si des fois ça sonne faux, tu es rassuré. Sous ces étranges se cache le mensonge. Il promène le monde pour avoir ton corps. Repousse-le. Il a brisé le cœur de plus d'une femme. Repousse-le. Où tu te retrouveras en train de dire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme favori Gestor Radio Show. Faire la promotion du rap gabonais, du R&B aussi, bien sûr. Et de ces cultures urbaines, c'est notre sacerdoce, c'est notre mission. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver ce soir. Et Sonobian, c'est mon nom. Toute l'équipe est déjà là et on a un invité spécial. On va vous le présenter tout à l'heure. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. De toute façon, le morceau avec lequel on a démarré a été une sorte d'halo. Donc il y a pas de suspense. On va le présenter tout à l'heure tout de même. Alors l'émission c'est Gestor Radio Show lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h sur Urban FM 104.5. Vous pouvez aussi nous suivre en streaming via l'application Urban FM pour nous écouter où que vous êtes sur le globe terrestre, mais aussi nous regarder sur YouTube. C'est cette caméra là. Vous pouvez nous regarder sur YouTube parce que désormais cette émission est aussi en format vidéo. Ils sont là, on est là, le Big Three. Sans Solomoni, bien sûr. Mais voilà, il s'appelle Clancy de chez Bweli Tribe. Comment tu vas, Clancy Bissela? Voilà, là c'est allume-moi le micro. Voilà, là, c'est merci. Là, c'est merci. Merci. Comment tu vas, Clancy? En fait, celui dont tu n'as pas le droit de citer le nom a raison. Il te boycotte. Vrai. Lui, c'est le vendredi. Sinon, je vais bien. Le mercredi, j'ai le droit de citer son nom. Ok. Mais pas le vendredi. D'accord. Le vendredi, c'est bizarre. Il est là, je l'ai baptisé Black Tall Guy tout à l'heure. C'est ma man. Abdel Jawad, bébé. Bon allez, notre invité est déjà bien installé avec nous. En tout cas, avec le groupe La Fuente, il a écrit en lettres d'or dans le marbre son histoire, celle de son groupe, et a marqué des générations entières avec sa musique. Ivo. Ancien Steve de La Fuente est notre invité. Bonsoir. Comment tu vas, Ivo? Ça va très bien, merci. Attends, il faut bien que les chéris Coco t'entendent bien, tu vois. Fais bien, rapproche-toi du micro et tu fais là. Ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les charmeur, la voix du séducteur, la voix du crooner. La voix du crooner. Ouais, du crooner. Ouais, La Fuente a bien des égards, c'était quand même un groupe de crooner, hein. Quand même, Même si aujourd'hui on donne ce titre-là à tout le monde, ça me fait souvent mal au cœur. Mais sinon, La Fuente à leur prime, les mecs, c'était un bon groupe de crew. Ouais, quand même. On a favorisé beaucoup de grossesses. Ouais, quand même. Il y a toute une génération de bébés. Il y a eu un bébé boom sur l'album ils doivent avoir les primes. Tu vois. Non, vous devez toucher les primes parce que vous avez contribué au développement de la population gabonaise. Du Gabon. Ouais. Donc, il n'est pas trop tard, ils peuvent toujours envoyer. Ouais. Non, il faut qu'on aille revendiquer. Si tu te reconnais avoir fait des choses sur des sons de La Fuente, allez, faut venir contacter les gens ici, là. Il serait temps de payer. Catholique. Bon, allez, le décor est planté. C'est un plaisir pour nous de te recevoir parce que, j'ai pas envie de dire que tu es avare en interview, mais tu es quelqu'un qui en donne très peu. Oui, c'est parce que je suis très réservé déjà de base. Et, je vais pas dire que je suis un ermite, mais je passe mon temps chez moi. En studio. Voilà. Le studio est à la maison, donc c'est musique, TV, famille. Je suis très famille. Donc je pense que cet état d'esprit vient de la cellule familiale dans laquelle j'ai grandi. C'est ça. Très bien. On est content que tu sois avec nous aujourd'hui. Bonjour. Parce qu'on va faire on va dire quoi? Est-ce qu'on va faire un focus, Abdel? Ouais, c'est une sorte de focus. Ouais, et en plus, il vient avec du neuf. Ouais, avec du brand new. Yeah. Ouais. Donc, on va faire un focus sur toi, sur ta carrière, sur les débuts, les influences, etc. De ton évolution, parce qu'aujourd'hui tu as changé de nom, tu es désormais. De son niveau. Ouais. Voilà, de ton évolution. Et donc c'est de tout ça dont on va discuter aujourd'hui. Et on a démarré avec le single Le Lit d'Hôpital qui est une exclusive. Le morceau est sorti il y a 3 ans. Yep. Peu importe. Un inédit. Ouais. C'est un genre d'inédit. Ouais. Sans lettres. Sans lettres? Pourquoi? On va pas le retrouver quelque part, non.
Si, vous allez le retrouver. Ah, on espère bien, parce que moi j'ai vraiment signé le son là et je me posais. Ouais, vraiment ouais, la c'est le question. morceau de Clancy. Oui. Bah ouais, c'est vrai que je rectifie ce que je dis, inédit sans lettres. C'est un peu chaud. Le morceau est sorti il y a 3 ans et il apparaîtra aussi dans mon projet. Donc. Donc ça, c'est important. Ah, première information, il y a Non, là, je le suis projet. content. Là, je suis content. Il y a un projet on the road. Ben, on est là pour partager les nouvelles. Ouais. C'est ça. Yes, bon allez, le lit d'hôpital, c'est un morceau que tu as sorti pendant le confinement. Exact. Justement, comment tu as vécu cette période-là, toi qui es à la fois beatmaker Oui. et chanteur. Comment tu as traversé cette période? Est-ce que c'était une période où tu as beaucoup composé, où tu étais productif, ou enfin en tant que compositeur ou en tant que chanteur, où tu as écrit des chansons, etc. Toi aussi tu es tombé dans une espèce de Page blanche. Ouais, de syndrome de la page blanche. Bon, le syndrome de la page blanche, je l'ai vécu après le confinement. Mais franchement, pour être honnête, j'ai très très bien vécu mon confinement. Ouais, j'imagine pour un gars qui est très Pas beaucoup casanier, qui d'abord, sort donc pas voilà. Pour ça, c'était normal. Non, Sauf qu'il y avait moins d'obligations. Voilà, vu que je suis casanier, donc pour moi rester à la maison était devenu normal. Sauf que la seule chose qui m'embêtait, c'est que comme je fais beaucoup de sport, Ouais. ça m'embêtait parce que je pouvais pas sortir, pratiquer, etc. Mais c'était la période la plus productive. Mais j'imagine, on t'a vu sur pas mal de projets. Exactement. Par exemple, le Trapdos. projet Trapdos. Ouais. Exact. Ouais, tu J'ai- étais dessus. Oui, voilà, on a travaillé, j'ai travaillé, mais c'était bien avant. Mais j'ai travaillé à fond sur le projet Trapdos. Et après, il y a eu d'autres projets. Mais sur le plan artistique, j'ai énormément travaillé. Pendant le confinement, j'ai travaillé le mix, j'ai travaillé les prises de voix, j'ai travaillé des chansons. Ouais. Et j'étais pas seul, j'avais mes frères d'armes qui étaient là, j'avais Zeben qui était toujours à côté de moi. Malgré le confinement, on arrivait à se voir le plus rapidement possible pour pouvoir se séparer aux heures normales. Et voilà. Et pour revenir sur le projet Trapdos, en fait, comment ça s'est passé le projet Trapdos? Quelle est la place que tu as occupée dans ce projet-là? Parce que c'est un projet. Moi, je veux pas que les gens oublient ce projet-là, parce que ce projet, ce projet, c'est un projet vraiment important. Charnière. Bien ce projet n'a pas eu l'impact qu'il devait avoir. Voilà. Bien qu'il n'ait pas eu cet impact-là, c'est un projet qui a quand même marqué une sorte de cassure, tu vois, entre une certaine génération et une autre, genre une passation de relais. Exactement. Donc, quelle est la place que tu occupais justement dans ce projet-là? Ben, je vais dire que j'étais plus ou moins en amont et en aval. Parce que j'étais sur Trapdos, j'étais directeur artistique avec FNG. J'étais technicien studio, ingé son. Donc j'enregistrais, je mixais, je masterisais, je coachais. Sur tous les morceaux. Ouais, on a vu pas mal de vidéos. Et j'étais aussi beatmaker. Donc par exemple, le morceau qui a fait connaître... C'est comment? Voilà, j'ai fait le remix de C'est comment. J'ai fait le titre... des Boloko. J'ai travaillé avec des Boloko. Congo Satrap. Congo Satrap, oui, j'ai fait la prod. Je me suis retrouvé en train de faire 5 ou 6 prods sur le projet. Balèze. Quasiment. Balèze. Ouais. Et finalement, ce projet-là, il faut pas qu'on l'oublie. Ah, il est important. Faut pas oublier ce ça me projet-là. reste un peu en travers de la Ouais, faut pas oublier ce projet-là. Je sais pas si ça c'est mon point de vue. On a toujours tendance à ne pas pousser ce que les Gabonais ou les plus jeunes font. Exactement. Normalement, Trapdos a pu faire, c'était comme tu disais, le projet charnière. Et normalement, tous les consommateurs de hip-hop, tous les consommateurs de musique devraient porter ce projet. Pas parce que c'est seulement du rap, mais c'est parce que ce sont des jeunes qui ont décidé de faire de la musique avec leur code et ensemble. Voilà. C'est terrible ce qu'il dit là. Pour un gars qui a vécu l'âge d'or de la musique de la musique urbaine gabonaise, qui dit qu'on ne porte pas assez la musique gabonaise. C'est terrible. C'est mon point de vue. Oui, toi tu étais vraiment quand je dis quelqu'un qui a vécu l'âge d'or de la musique urbaine gabonaise, et je pèse mes mots, et vraiment on a vécu l'époque La Fuente, l'époque Ébène, l'époque Mauvaise Haleine, vraiment prime, tu vois. C'est vraiment l'âge d'or de la musique urbaine gabonaise. Et c'est l'époque où tous les mélomanes, qu'ils soient gabonais ou pas,
portaient cette musique-là, assistaient au show, étaient acheter des goodies, tu vois. Il y avait des fan clubs. Aujourd'hui, je sais pas si les fan clubs ça existe encore, fini, ça. mais c'est l'époque où il y avait des fan clubs et tout ça. Donc pour un gars qui a vécu cette époque-là, tu vois, il dit que bon alors c'est quand même difficile à recevoir. On va un tout petit peu calmer le jeu. Je peux argumenter. Ça va créer un podcast. Allez, on va calmer le jeu, on va souffler un tout petit peu avec le premier single. En tout cas, je découvre La Fuente avec ce single-là, Mes pleurs, il me semble qu'il sort en 2022. Il y a eu un single avant ça? Oui, non, quand je dis oh non, en fait, c'est que le morceau là. Ah non, mais gars, c'est ton histoire. C'est mon histoire. Mais bien sûr, c'est ton histoire. Assume aujourd'hui ton histoire. Faut assumer. Bon allez, La Fuente, Mes pleurs, premier single du groupe. En tout cas, perso, je pense même que non, il y a eu l'hymne avant, mais je pense que c'est vraiment ce morceau-là qui me donne l'envie d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe chez Eben. Je voulais dire un truc par rapport à ce que Jawar disait, c'est que on aimait à notre époque, parce que j'aime pas dire ça, mais à notre époque, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas Internet. Il était beaucoup plus. Il y avait Internet, mais non, il n'y avait pas YouTube. Le Gabonais ne connaissait pas Internet. C'était cher. C'était compliqué. Donc on travaillait beaucoup plus sur la proximité. Ouais, exactement. Et c'est un truc qui s'est perdu aujourd'hui. Voilà, justement. Ouais. Donc quand je dis que on ne porte pas assez la musique gabonaise, c'est dans un intervalle fermé. C'est-à-dire nous. On va dire 2000 génération, je vais même aller en 95, 2010, il y avait une manière de se soutenir en fait entre nous. On ne connaissait pas le téléchargement. Malheureusement, on n'avait pas en 2002 ou 2003. On n'avait pas J-Store. C'est dommage. À l'époque, là, il n'y avait pas ça. Sinon, on aurait considérablement. On serait milliardaires aujourd'hui, les mecs. Je pense. Que les choses il y aurait clairement eu plusieurs J-Store d'or. Même des platines, j'en suis sûr. Je pense aussi. C'était cette proximité qu'il y avait entre les artistes et leurs fans. Ça veut dire que pour que le fan puisse écouter la musique de Steve, de Lacho, de Zeben, de XY, même si, je vais prendre par exemple un Donzer à notre époque, si on voulait écouter Donzer à notre époque, on allait vers. Quand Donzer fait un concert, il fait son concert, on avait commencé à cultiver, à travailler la culture de l'achat. Mais malheureusement, quand on est tombé dans les téléchargements, etc., le soutien a commencé, le soutien au niveau des artistes a commencé. Ouais, bon, ce n'est pas qu'ici, hein. C'est un phénomène mondial. C'est beaucoup plus amplifié parce que nous sommes pas nombreux. Donc, du coup, on le ressent réellement parce qu'on fait de moins en moins de shows, etc. Et nous ne vivons que de ça. Et c'est là où c'était compliqué. Ouais. Bon allez, on s'écoute ça, La Fuente, Mes pleurs, rien que pour vous, mesdames. Parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est le 8 mars. Le 8 mars. Bah ouais, c'est journée internationale des droits de la femme. Bah oui, donc on dédie ce morceau de La Fuente à toutes les chouminou, toutes les chipelé. Gros bisous à vous, mesdames. Toutes les femmes connectées ce soir. Bon, allez, on s'écoute ça. Là, cette chanson me rappelle des souvenirs et voilà, c'est une toute autre époque. Non, c'est une toute autre, c'est vraiment une toute autre époque de ma vie. Non, authentique, je suis sérieux. Abdel Jawad, tu sais à quel point tu veux dire quoi? Tu as dragué sur ce morceau ou bien tu as dragué avec ce morceau? Non, je n'ai pas dragué sur ce morceau. Ou bien tu as fait un bébé sur. Non, j'étais puceau à l'époque, mais je pense que j'avais déjà une certaine idée du R&B américain, mais pas du R&B gabonais. Tu vois, je pense que c'est la première fois que je voyais. Bon, il y a eu PFM avant, avec Keep the Pressure, que je regardais à l'époque. Ouais. Mais là, c'est une toute autre époque, tu vois. Et puis, c'était en anglais. Tu vois, donc, il n'y a pas eu ce truc intime, en fait. Moi, j'avais du mal avec ce morceau-là. Parce que, comme Steve disait en off, l'une des raisons aussi, je pense, c'est, tu vois, j'étais vraiment beaucoup plus jeune et c'est la période où on cherchait, on était à fond dans le hip-hop, le truc dur et tout ça. Non seulement tu vois des mecs qui viennent chanter comme ça, et j'avais du mal aussi avec le R&B en français. Ah ouais. Ben moi, le R&B en français. Ah, je vais te faire une confidence. Bon, rapproche-toi bien du micro parce que ça peut être un scoop. Je n'aimais pas le R&B. Ah ouais.
Ouais. Si je te dis ce que moi j'écoutais à l'époque, tu vas dire que non, c'est pas possible. C'était quoi, Onyx? Merci. Slam. Voilà. Onyx, That's the Fix, Cypress Hill. J'écoutais ces gars-là. C'était un ami. Mon premier rapport avec la musique urbaine, c'était ça. J'avais un frangin, bon, il est aujourd'hui pasteur, il s'appelle Théron. Les premiers, il n'écoutait que du rap dur. Le genre qui fissure les murs de chez toi, mon gars. Non, c'est avec lui que j'ai... Et en plus, c'était la période où tu avais l'arrivée de Snoop Dogg, Dr. Dre. Le premier rappeur que j'ai affectionné, c'était Dr. Dre, avec l'album de Chronic. Voilà. Yeah. Donc, moi, je n'écoutais que du rap. Après, j'ai basculé sur IAM. Et un jour, à l'école... Bon, dans ma famille, on chante. C'est naturel. Mais un jour, à l'école, lors d'une fête, j'ai interprété Boyz II Men avec des gars. Et c'était quoi? I'll make love to you. Toi, tu es dans ma tête. Tu es dans ma tête, toi. Donc, c'est comme ça que j'ai été coopté un an après dans la formation La Fuente. Parce que La Fuente. Ouais, La Fuente qui à la base c'était beaucoup plus large que le tandem. Voilà, on était en 1995. Et au départ, le groupe, on était entre 8 et 12. Quand même. Hein. Voilà, c'était une bande de potes. Après, quand on a décidé de chanter nous-mêmes. Sérieusement, ouais. Voilà, la sélection naturelle. C'est fait. Ouais, clairement. Voilà. Mais, au départ, j'aimais pas le R&B. Et nous, on était, quand on a commencé, quand j'ai découvert que j'aimais ça, c'était que Boyz II Men. Nous, notre base, c'est Boyz II Men. Même à la maison, même si j'écoute tous les autres gars, je vais toujours basculer sur Boyz II Men parce qu'on a appris à chanter avec Boyz II Men. Et c'était compliqué parce que après on se disait que non, on peut pas chanter en français, l'anglais c'est beaucoup plus beau. Oui. Voilà. Et on a rencontré Poetic Lover. Ouais, parce que c'était fait en français pour le coup. Voilà. Du coup, on s'est dit que... Là, c'est possible. Punaise, il y a des mecs qui font du R&B à la Boyz II Men, qui aiment les Boyz II Men comme nous. Ouais, c'est vrai. C'était une sorte de... C'était une sorte de Boyz II Men, ouais. Hein, des Boyz II Men, un peu low cost. Non, je dirais, mais c'était bien. Non, pas low cost quand même. Ça sonnait quand même bien. C'était quand même top. Ça sonnait bien. Attends, quand même. Oh, c'était Big Love to You. C'était bien. Ouais, mais là, toi, tu kiffais maintenant. Oui. Je sais pas. Oui, je sais pas. Je sais pas. Il y avait un Gabonais, je crois qu'il y avait un Gabonais dans les Boyz II Men. Il y avait un Gabonais dans Boyz II Men. Le Poetic Lovers, oui, exact. Ouais, il s'appelait comment? C'est Little T. Oui, on l'avait rencontré. On avait chanté devant lui et il avait dit, je savais pas que les Gabonais chantaient comme ça. Mais toi, tu es Gabonais, comment tu ne savais pas que les Gabonais? Mais attends. C'était compliqué. Ce morceau-là arrive dans une époque où le rap est à son apogée. Ça domine la scène. Et déjà, le morceau en lui-même, je pense que c'est monsieur Frédéric Gassetta qui compose. Comment s'est faite la connexion? Bon, on est arrivé à Eben Entertainment et on a dit on veut auditionner parce que Lacho... Là, vous étiez à combien déjà? Nous étions à 4 encore. Lacho soutenait Mordicus et on avait le même état d'esprit, tous les 4. Il disait que il n'y a qu'un seul label capable de faire ce que La Fuente fait. Capable de réaliser ce que La Fuente fait. En termes de son? En termes de son, en termes d'image. D'image. Non, il a dit on va aller voir Rick Banquet. Malheureusement, il n'était pas là. Lacho n'était pas là ce jour. Donc on y est allé à 3 le premier jour. Et on a... Les auditions, ça c'est old school. Ça c'est old school. On parle là d'une autre époque. On parle d'une autre époque. C'est une autre époque. Venez poser, vous chantez là maintenant. Machin, non, c'était pas ça. Il n'y avait pas de démo, rien. Vous venez vous chanter. Tu tousses. Là, tu bois un peu l'eau chaude là, sinon c'est bizarre. Si tu as bu de la bière hier, mon gars, c'est bad. Tu as mangé trop d'huile, c'est bad. Heureusement pour l'époque, comme on connaissait pas que les choses là. Quand tu marches, ça te chauffe la voix. Ah d'accord, on a un peu de chaleur dans le corps. Voilà, donc du coup on est arrivé devant monsieur Eric Banquet. Il a dit faites-moi écouter ce que vous savez faire. Vous avez un CD. On a dit non, nous n'avons que nos voix. Et c'est comme ça qu'on a chanté. Et c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez chanté? C'est quoi? Non, on l'a... Tu te rappelles de la chanson? On a fait In the Still of the Night. De qui? Boyz II Men. Ok. Voilà. Et après... Je sais même plus ce qu'on avait chanté. Comme on était très fan de Boyz II Men, ils avaient revisité l'hymne national des États-Unis, exact. Ouais. Voilà, et je pense qu'on avait aussi chanté La Concorde. Et après, pendant qu'on chantait, il nous écoutait. Il était en train de jouer avec son ordinateur. Au moment où il jouait avec son ordinateur, en fait, il était en train de nous graver des instrumentaux. D'accord. Et il nous a dit, je vous donne ces 3 ou 4 instrumentaux. D'accord. Et
Revenez quand vous serez prêts. D'accord. Alors justement, tu disais que vous étiez 4 au départ. Comment vous partez de 4 à 2 finalement? C'est parce que le premier, on est en 97, 98, voire 2000. Ouais, ça fait longtemps. Voire 2000, donc il y a le fondateur du groupe qui devient papa. Et il va devoir faire un choix. Ouais, ça c'est les dures réalités. La musique, ce sont les dures réalités de musique ou entretenir ma famille. D'accord. Sa petite famille qui commençait. Et fort heureusement aujourd'hui, il est toujours avec la même femme et ils se sont mariés. Ah, c'est magnifique ça. Magnifique. Vous avez chanté à son mariage, j'espère. Il a réuni le groupe pour le mariage. Oh, excellent. On a écrit une chanson pour le mariage. Excellent. Ça on aime. Voilà. Alors, et donc, vous arrivez à Eben, vous êtes drafté? On est drafté et Eric, le fondateur, ne pouvant plus parce que il avait déjà signé à l'armée de l'air. Il a dû se retirer parce que le contrat militaire, c'est beaucoup plus de la disponibilité. Exactement. Donc, il est parti. Et le deuxième, c'est Ulrich. Il a dû partir en France après le bac. Donc, on s'est retrouvés à 2. Mais pour la petite vérité, même dans la tête de notre ancien producteur, il avait beaucoup plus matché avec Lacho et moi. Il a dit, je veux le groupe, mais vous deux là, surtout vous deux, vous m'intéressez. D'accord. Après, maintenant, la vie est ce qu'elle fait. Comme je parle de sélection naturelle. Donc vraiment, les autres sont partis. C'était écrit en fait. Voilà. Et on s'est retrouvés à 2. Mais ce morceau, Mes pleurs, on l'a enregistré à 3. Donc, ah ouais. Oui. Est-ce que sur cette version, on peut entendre la troisième personne? La troisième personne, c'est no. C'est tout. Mais moi, je pensais que c'était toi, gars. Les chœurs? Non, c'est pas moi. Et on a fait les chœurs à 3. Eric ne pouvait pas être là parce qu'il était de garde. Mais on a enregistré le titre à 3. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a le 3e membre de La Fuente dans les chœurs. Ah, c'est super. C'est super. Exclusif. Et la composition, qui trouve la ligne mélodique, le texte, etc. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai trouvé la ligne mélodique du refrain. J'avais même plus ou moins trouvé les paroles. Et après, Lacho a trouvé le reste. On a commencé à écrire le texte ensemble. Lacho, déjà, à l'époque, il était très avancé dessus. Il passait son temps à faire ça. Moi, j'étais concentré sur le vocal, de même que les autres. Donc, c'est comme ça qu'on a été constitués. Et ça marchait super bien. Super. Alors, ce morceau sort. Et, ce n'est pas encore un raz-de-marée, mais en tout cas, ce morceau vous installe plus ou moins sur l'espace dans l'espace musical, tu vois. Vous existez, vous êtes là, il y a un clip, gros big up à Lacho qui a un petit Michael au Maningo sur les lèvres. Je sais pas quelle idée c'était de qui. Ça nous a poursuivi pendant des années, ça nous a attribué une réputation pas très bien. Comme on mettait sur le torse, vous étiez sur les lèvres. C'est justement à cause de ça que je déteste. J'ai appris à ne pas apprécier le clip et quand tu regardes les lèvres, tu dis purée de patate. C'est une toute autre époque. Alors le morceau sort et justement l'accueil, comment l'accueil s'est fait du point de vue du public en fait. Comment est-ce que tout de suite ça a été un succès? Est-ce que ça a pris du temps? Et vous de votre côté, comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon, au départ, c'était une première expérience. Quand on enregistre sa première chanson, on se dit que bon, quand ça va sortir là, c'est différent, ça va taper. Mais c'était, c'était froid. Même si on s'était présenté parce que c'est une carte de visite. Exactement. C'est une carte de visite. Il y avait des personnes qui aimaient. Il y avait des personnes qui aimaient moins. Comme moi. Comme Abdel Jawad. Non, toi tu n'aimais pas du tout. Toi tu n'aimais pas du tout. Et c'était partagé. Mais au moins on savait qu'on existait. Mais c'était choquant parce que comme tu as dit tout à l'heure, quand on sort, quand le hip-hop gabonais est à son apogée, tu viens faire du R&B, on te traite de avec le Maningou sur les lèvres. En 2003, il y a quoi? Il y a... Oula, il y a encore... Moi, en 2003, on sort qui est tout chaud là, qui est sorti 1 ou 2 ans avant. Je te résume ça. Il y a qui est encore un peu là. Il y a encore un peu là. Tu vois, même si le groupe a arrêté depuis, tu vois, après, il y a les cams qui commencent à venir avec le Bantou, LBV Underground. Là, tu vois. Il y a RODY, Kanzeng et tout ça. On est vraiment dans la deuxième partie, enfin, là, dans l'âge d'or du rap gabonais où il y a un foisonnement de rappeurs. Et vous arrivez. Bon, c'est vrai qu'il y avait Kevin Castel qui était à côté, mais avec un succès moindre.
Mais lui, il marchait quand même bien. Ouais, il marchait bien, lui. C'était vraiment différent parce que ça faisait penser à Mark Houston. J'ai dit même Matt Houston. Ouais, Matt Houston. R&B de rue. Oui. Ça faisait penser un peu à Matt Houston. Mais je te dis, moi, je te fais directement le résumé. Tu es là, tu cites les noms. Moi, en une expérience, Bantu Live, tu es un groupe de R&B, tu passes à 6h du matin. Quand tu sais que le public attend. Parce que nous, on passe après qui Boubal Boukambil. Ah non, là. Tu passes après ce mec. Ah là. Ça, c'est vous, j'étais dans la fosse au lion, en fait. Boubal Prime. Il venait de sortir le titre de nos jours. Je me souviendrai toujours de sa prestation. Il était venu habillé en prisonnier, tout en orange. Quand j'ai regardé ça, moi, l'esprit s'est fatigué. Ironie. Dans le clip, vous êtes aussi, vous avez plus ou moins les mêmes tenues. Voilà. Tu vois, on est habillés comme des prisonniers. Ouais, et après ça, juste après nous, tu as Raboun, Mauvaise Haleine. Bonne chance. On est venu faire la transition. On est venu vous jeter vite fait. Bonne chance. Et on était censé passer à 23h. Donc les gars sont chauds, ils veulent bouger. On vous présente La Fuente. Je me souviendrai toujours du visage de la fille là. Je la connais même. Quand on chante, la fille froisse la mine et dit mais je n'aime pas la chanson là. Chérie, pourquoi Tu n'aimes pas la chanson. Et c'est compliqué parce que tu es là devant les gens. Tu vois comment un mec qui te prend la canette, il te dit comment moi je vais armer ça, je vais te lancer ça parce que moi je suis pas dans les choses du R&B. Et le mec lance. Donc tu vis tout ce traumatisme là parce que le hip-hop, tu venais d'arriver. Les gars, c'était chaud avant. C'était chaud. Vraiment, on vous a vraiment jeté dans la fosse au lion, mais c'est vraiment une préparation. Fallait être prêt mentalement. Il fallait une doublure, mais c'est bon, on a géré. Et puis après, on a sorti les autres titres et ils n'ont fait que ils ont amené les gens à comprendre. Et après, on a sorti Dans mon pays qui a cristallisé. Mais je pense que La Fuente, c'est peut-être que je suis en train de me tromper ou les anciens vont vouloir me tuer. Mais c'est vraiment le premier groupe à avoir un succès national. Exact. Bon, premier groupe de R&B, bien sûr. Mais ça c'est incontestable. C'est évident, c'est une évidence. Est-ce que ça se discute? Ça se discute pas. C'est-à-dire que moi j'étais à Meudoneux à l'époque. Que ce soit national ou bien même hors du Gabon en fait. Enfin, il y a rien. Dernièrement, mec, il y a pas de débat, mon gars. Qui m'a appelé pour me dire que jusqu'à présent on écoutait les fables de La Fuente au Bénin. Donc ça veut dire que ça c'est toi aussi. C'est pas un débat ça. Non, c'est pas un débat. Moi j'étais dans mon coin perdu, pas mon coin perdu, c'est chez moi. J'étais à Meudoneux à l'époque, vous imaginez. Il y avait pas internet, il y avait pas la télé, il y avait pas la radio. Mais le propriétaire est venu me retrouver là-bas. Il y avait internet. Ouais, le propriétaire est venu me retrouver là-bas, des mecs qui emmenaient des cassettes et des cassettes qui circulaient. Mon gars, qui veut de Koba, c'est parti partout. Donc du coup, justement, ce succès, je pense que La Fuente en tant que groupe explose avec ce solo avec ce morceau. Où je me trompe? Dans mon pays. Dans mon pays. Plus avec Dans mon pays. Celui-là, c'était quelque chose. Le propriétaire. Justement, comment est-ce que vous avez vécu ce succès-là? Moi, j'ai vécu mon succès comme le confinement. Normal. Petit casanier de l'époque. Bon, voilà. Ça pète. C'est bien. Déjà qu'avant, tu vois, vous étiez vraiment très présent. Ouais. Tu vois, il y avait vraiment ce rapport de présence. C'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais vous étiez très présent. Vous voyez partout. À la télé, à la radio. Vous faisiez beaucoup de terrain. Ouais. En fait, moi, je voulais péter les plombs avec le succès si mon succès m'attrapait entre 15 et 16 ans. Voilà. Mais quand on grandit, quand on touche la vingtaine et quand on grandit dans un milieu familial comme le mien, tu as beaucoup de personnes qui te permettent d'avoir la tête sur les épaules. Ouais. Donc moi, j'ai pas changé d'attitude. Depuis le début jusqu'à présent, je suis toujours très famille. Je traîne toujours pas dans avec mon quartier. Avec les mêmes potes. Bon, j'ai les mêmes potes, mais je suis fidèle à ce que je suis. Je ne vais pas changer de personnalité parce que mon statut a changé. Ouais. Donc, quand La Fuente était en haut, je vivais à la cité Mindoubé. Je me baladais toujours je restais toujours chez moi. J'allais chez le boutiquier, je discutais avec les gens. Je restais le plus simple possible parce que c'est aussi ça qui fait vivre les gens. Parce que quand le succès t'abandonne,
Si tu as changé avec les gens, ceux qui étaient avec toi au début peuvent aussi t'abandonner comme tu l'as fait lorsque tu étais en haut. Donc moi je garde ça dans la tête et c'est ce qui m'a permis de garder la tête sur ses épaules et pas faire de conneries en fait. Alors il y a eu toute cette période là, le proprio, etc. Et là vous décidez de faire un album. Ouais. L'idée vient de qui? C'est venu tout seul. Ça vient plutôt de la production. Bon là, la production. Là on a bien hypé, tu vois, on a bien hypé, il y a plein de singles, ça tourne bien dans les shows. C'est très réceptif. Non, à Eben, c'était très école. C'était très collégial ce qu'on faisait. Nous, on n'avait pas calculé faire un album, mais on enregistrait beaucoup de titres. À un moment donné, quand il y a eu la hype, Monsieur Benka a dit que c'est bon, faisons un album. On l'a fait. Mais c'est maintenant pour les fables de La Fuente que là tu et moi on s'est assis. On a dit que bon, on part sur le deuxième album. Ouais. On avait surpris Monsieur Benké et puis on avait dit que bon voilà, nous on veut partir sur le deuxième album. Et on l'a fait. Ça s'est très bien passé. On l'a enregistré nous-mêmes. Et voilà, c'est même là que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la composition, le beatmaking. Exactement. Il y a des musiques que tu as produit dans. Non, malheureusement non, mais j'ai produit pour d'autres. J'ai produit pour Zeben. J'ai travaillé sur son premier album Toxico Caribe. Voilà. I remember. J'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur le single de Koba qui est sorti bien après, Informé. Voilà. C'est cool ça. C'était ma première prod. Lourd quand même, hein. Première prod stream pour quelqu'un de. Mais j'avais déjà travaillé avec Zeben qui. Et qu'on assure dans le. Ouais. C'est indispensable de son répertoire. Donc voilà, les Fables de La Fuente, l'album sort, c'est un raz-de-marée. L'album à succès. C'est un raz-de-marée. C'est l'apogée. C'est un raz-de-marée. Et dans cet album, il y a tellement de superbes morceaux. Tous les morceaux auraient pu être des singles, mais on a extrait pour le plaisir de nos éditeurs le morceau. Je pense que c'est vraiment le morceau qui cristallise ce qu'était le R&B à l'époque. C'est L'eau, le vent, le feu. Voilà. Ça c'est mon morceau. C'est grave. Ouais. Ça. Là tu as brandi le drapeau. Non mais tu sais la première fois que j'écoute ce morceau, j'ai du mal à croire que tu vois, c'est des Gabonais qui ont écrit ce morceau. Enfin, c'était tellement balèze l'écriture de ce morceau. Non, c'est pas possible. Les mecs, ils ont écrit ce morceau. Comment ils ont fait pour écrire ce morceau? Ils ont transcendé. Là, vous êtes vraiment, moi, par exemple, rien que pour ce son, j'ai envie de savoir comment vous avez conçu le son, qui a eu l'idée. Oh, bon gars. Même, j'aurais aimé avoir la session studio carrément, genre. Mais pour la session studio, il fallait venir en 1998. Comment ça? Ouais. Ça a été enregistré en 98. Non. Le cinquième élément est sorti en quelle année? Avec Luc Besson là. Luc Besson là. C'est 2002, non? Le cinquième élément c'est. Faut qu'on vérifie. Je sais pas. Attends, en tout cas, c'est un film que on va demander au Ganga. Demandez au Ganga. Ganga est là pour ça. En tout cas, c'est un film qu'il faut que vous regardiez. Hein. Non, c'est un classique. Oui. C'est un classique du cinéma de Niamour Luc Besson. Bon allez, on s'écoute ça. L'eau, le vent, le feu, La Fuente, classique. Il y a rien à dire. Et si ton corps est incendié, alors je deviendrai sapeur-pompier. Aux femmes, je me promènerai sur tout ton corps. Que dire de plus sur cette chanson? What else can I say? Ils ont fait beaucoup de bébés. Ouais, beaucoup de toute une génération de jeunes Gabonais est issue de ce morceau. Ils savent pas. Si tu as 18 ans aujourd'hui, il est possible que tu aies été conçu sur ce morceau, jeune roi. Le vent, le feu, La Fuente, extrait de ce grand disque, c'est indispensable du R&B gabonais, les Fables de La Fuente. Mais quel album, un album incroyable, super bien produit et bien interprété. Ouais, bien interprété, super bien produit. Ouais, super. Et en fait, là, sur les Fables de La Fuente, vous avez quel âge à peu près? Là, tu et moi, on va dire qu'on avait 17-18 ans. Oh non, les mecs, sérieux. Ah, les mecs. Quand le morceau était composé, en fait, oui, mais en fait, tu vois, on peut pas en vouloir
à ce manque de maturité, tu vois, qu'il y a dans l'interprétation, la façon de rendre les textes, tu vois. Quand tu te rends compte que les mecs avaient juste 17 ans, tu vois. Mais je pense que... Mais il y avait déjà dans l'écriture. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on dira certainement la même chose. Enfin, les générations d'après diront certainement la même chose de ce que l'oiseau rare, de ce que, même si nous, ici, on trouve ça très pertinent, mais pour le grand public, bon, voilà, c'est pas assez pertinent. Mais en tout cas, pour l'époque, il y avait déjà une forme de, enfin, lorsque Lawan a écrit Toki Lawana, le mec il n'avait pas 25 ans, tu vois. Lorsque Mauvaise Haleine, lorsque les mecs ont écrit Mission en Bang et tout ça, les mecs ils avaient 17 ans, ils avaient 18 ans, c'était des bambins. Tu vois des mecs qui ont 17 ans, qui sont dans leur chambre, qui écrivent je serai le vent, je serai le feu, je t'aspergerai d'eau, etc. Mais avec un français conventionnel, tu vois, sérieux. À cette époque-là, on sait que même les mecs qui ont des masters ici, à l'époque, c'était la poésie qui c'était très poétique. Quand le morceau est écrit, c'est en 97. C'est lorsque Luc Besson sort le cinquième élément. Et comme là tu vois, on était dans le quartier, à un moment donné je restais chez ma grand-mère à Damas, on était juste voisins. Je passe, il me dit que non, j'ai suivi un film là, le cinquième élément. J'ai dit ouais, j'ai aussi suivi le film, mais moi je survole. Il me dit non, je vais écrire une chanson dans laquelle on va parler des 5, on parlera de 4 éléments. Et les 4 éléments là constitueront les 4 éléments de La Fuente. Voilà, donc il y a un qui devrait interpréter l'eau, le vent, etc., etc. Voilà. Et c'était d'abord l'idée de base. Moi j'ai dit ouais, c'est bien, allons-y. Parce que moi, dès que tu me dis oui, on fonce. Tu vois. Donc il a commencé à travailler le titre et après, comme lui, il regardait beaucoup le futur. Moi aussi, j'étais musicalement, j'aimais le R&B, mais j'avais aussi d'autres influences. Ça se verra plus tard dans la suite de ta carrière. Ouais. Exactement. Donc, on a progressé comme ça. Après, quand le groupe s'est séparé, le morceau est resté dans les tiroirs. Et même dans mon pays, il a été composé, c'était la même période. On était encore des gamins. Dans mon pays, qu'a eu l'idée de la flûte? Non, ça c'était ça, c'est la compétition, ça. Il parle d'écriture. Donc, du coup, quand on est arrivé maintenant pour le deuxième album, on discutait. Je lui ai dit que mais il y a le vent et le feu, faut le sortir. Il a dit ok, d'accord. Mais il a comme il s'est essayé au beatmaking, il a commencé la prod. Il a travaillé sur la prod. Moi, j'enregistrais et des fois, il restait tard la nuit. Et au moment de l'enregistrement, on a commencé à arranger ensemble la chanson. On a arrangé sur ce qu'il avait fait. Il m'a appris ce que je devais chanter parce que comme à l'époque, c'était lui le compositeur. Okay. Donc, c'est lui qui connaissait un peu les voix de tout le monde. Parce que moi, je le dirais toujours, haut et fort, il y a une personne en R&B, d'une certaine époque, qui connaît bien ma voix. Qui connaît ma voix et c'est Lacho. Il sait comment me faire chanter, il sait comment tirer le meilleur de moi-même. Bon, maintenant, je travaille plus avec lui, je travaille avec d'autres DA qui sont beaucoup plus durs. Et ça, il faut avoir beaucoup d'humilité pour le dire. Voilà. Pour le dire, ouais. Exact, ouais. Voilà. Moi, je cherche pas. Si tu me fais du bien, je te dis tu me fais du bien. Exact. Et c'est important de reconnaître ça aux autres. Et Lacho, à l'époque, il savait comment utiliser les voix de chacun des membres du groupe pour pouvoir créer une superbe alchimie. Et après, avec le temps, on a su créer cette harmonie, lui, les autres et moi. Et après, la même harmonie, on l'a ramenée à nous deux. Voilà, jusqu'à ce qu'on se sépare. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à remercier Lacho, les mecs. Ouais. Lacho, le mastermind. Yeah. Alors, il y a eu tout l'épisode, La Fuente, a fait les tubes, le succès, etc. Exact. Puis vint la séparation. Comment tu vis ça? Pour être honnête, je l'ai très mal vécu. Parce que j'avais pas préparé la séparation. Parce que même ma mère me disait, bon, toi, la musique, j'ai dit que maman, moi, comme ma musique va marcher avec mes frères, je veux qu'on gagne ensemble. Exact. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un de très loyal. Donc, quel que soit ce qui va arriver dans le groupe, les hauts et les bas, je les assume. On fonce, on le fait. Si on va aller droit dans un mur, on va aller droit dans le mur ensemble. Ça sert à rien de fuir, d'abandonner le bateau.
Et j'étais pas préparé. Mais en amont, comme là actuellement on avait déjà quitté Eben, il me faisait part de ses projets solo. Et je lui disais, gars, fonce. Si tu veux sortir un album solo, sors-le. Mais n'oublie pas que tu as un groupe et à un moment donné, on se remette ensemble pour pouvoir retravailler sur cette alchimie-là. Et lui, en parallèle, il me disait que moi aussi, je sors mon album, mais il va falloir que toi aussi tu sortes le tien. Comme ça va faire de force. Puis il n'y a pas de problème. Après, la vie a... Là, tu as sorti un album. Non, là, tu n'as pas d'album. Non. Mais il préparait les choses. Il préparait. Il dit, je pensais avoir manqué quelque chose. Je pensais avoir sortir. Franchement. Je vais sortir mon album, je vais sortir mes projets. Il va falloir que tu fasses la même chose. Mais la vie a un sens de l'humour bizarre. Donc, du coup, il est parti. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Je l'ai très mal vécu pendant 1 année ou 2. Jusqu'à ce que je rencontre Rod Dagod. Super beatmaker. Ouais. Jusqu'à ce que je rencontre Rod Dagod, il m'a dit, gars, viens travailler, j'étais... T'as sorti du goumin groupistique. Du goumin. Il m'a dit, viens, on va travailler, il y a des trucs à faire, tu es tout seul, ça sert à rien de rester dans ton coin. Et j'étais long, mais après je me suis levé, je suis parti, on a travaillé. C'est à ce moment que j'ai eu mon premier rapport avec l'écriture. J'ai commencé à écrire et j'ai découvert que je pouvais écrire des chansons. J'avais déjà fait ça dans les Fables de La Fuente. Je coécrivais. Mais il y a un seul titre que j'ai écrit tout seul. D'accord. Sur lequel j'ai fait chanter Lacho. Mais après, on a commencé à travailler, Rod Dagod et moi. Il a aussi une manière à lui de travailler qui est très particulière. Est-ce que c'est à ce moment-là que Magic Stick naît? Non, Magic Stick est né depuis Eben. Ok. Lors d'une conversation avec Baponga. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler avec lui de fil en aiguille. J'ai sorti le premier Langa du Grand. Langa du Grand avec Malbonne. Avec elle est Malbonne. Avec Estat et Sanyo. Allez écouter ce morceau qui est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie ce morceau. Ouais. C'est à ce moment aussi que je commence à ressortir maintenant mon côté hip-hop. Je commence à travailler avec les gars. Et j'ai enregistré plein de trucs. J'ai enregistré un titre qui s'appelle Confession, que tu as écouté d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai sorti Où est-elle, mais Où est-elle, je l'ai fait dans mon studio. J'ai sorti le morceau avec Presquiala. Je l'ai fait chez Rod. Le titre c'est Ghost. J'ai fait peut-être 4 ou j'ai fait pas mal de titres. T'as fait du bien Rod. Hein. Oui, il m'a vraiment artistiquement, il m'a poussé vers d'autres nouveaux horizons quelque part. Il m'a prouvé que j'étais capable de faire certaines choses. Mais j'avais toujours, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Donc j'avais toujours ce truc-là. J'avais toujours ce truc que non, je suis moins bien que X, je suis moins bien qu'Y. Voilà. Mais après, même avec tout ce background-là, ce succès, on est des êtres humains. Mais après, j'ai rencontré, comme je vous dis, mes nouveaux directeurs artistiques. Ouais. qui ont fait de moi le mec un peu super éclectique, qui ont réveillé le côté éclectique qui est le mien, et voilà. Alors après tout ça, tout cet épisode-là, tu décides de te lancer en solo. Exact. Et c'était avec quel single déjà? Enfin, je me rappelle juste. Cadeau. Non, c'était pas avec Cadeau. Il y avait un morceau bien avant. Je crois qu'il sort en briller. 2010. Voilà, Né pour briller. Exactement. Ouais. Fait chez Rod Dagod. Voilà. On sentait que sur ce morceau, ça tâtonnait encore. Ouais, ça tâtonnait encore un peu. Par contre, Cadeau, qu'on peut considérer réellement comme le vrai Cadeau. Cadeau. Qu'on peut considérer vraiment comme le il s'affirme. Moi, je préférais Né pour briller. Né pour briller a eu. Parce que c'était plutôt bien accueilli ce morceau, je trouve. Oui, il a été très bien accueilli parce qu'en fait les gens, j'aurais dû communiquer un peu plus dessus parce que les gens en fait me connaissaient comme le mec lisse en fait. Ils disaient que lui là c'était un côté un peu gangsta, un peu thug, tu vois, il y avait là ce côté pas comme ça arts martiaux, tu vois, un côté un peu R&B Bangando. Voilà. Mais j'ai vraiment aimé cette chanson, j'ai vraiment aimé l'écrire parce que j'ai écrit ça dans ma chambre. Et là j'avais mon petit matériel, Rod m'avait donné la musique et c'est ce qui était venu. Allez, Ivo est notre invité. Oui, on devrait déjà te présenter en tant qu'Ivo. Présentez-moi en tant que Steve Ivo. Steve Ivo est notre invité. C'est un plaisir pour nous de le recevoir. Partagez. Oui, parce que très peu de personnes, enfin avec tout ce qui a été dit, enfin il y a encore un certain nombre de choses qui vont être dites, mais je pense qu'avec
tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, on en sait, suffisamment. On en sait suffisamment par rapport à... C'est une très Sur belle qui est histoire. Steve. Maintenant, on va parler de Ivo. Ouais. Et Ivo, ton actualité, c'est la chanson Michael Jackson. Yes. On va dire maintenant MJ. En feat avec Zebenka. Mon directeur artistique. L'un de mes directeurs artistiques. Zeben de Nouvel Escadron, s'il vous plaît. Faites du bruit. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter à Ovando dans le 7-0. Ils sont nombreux à symboliser là-bas. Recevez nos salutations. Et voilà, l'émission c'est Jester Radio Show. On va souffler un tout petit peu avec la chanson de Steve Ivo baptisée Michael Jackson MJ, pour le coup featuring Zebenka. Allez, on s'écoute ça. Donc Ivo, déjà pourquoi Ivo? Pourquoi avoir changé de nom? Au départ, parce que Steve, c'est une trademark. Steve, c'est une trademark. Ouais, mais au départ, quand j'ai voulu enlever ce couper les liens, comme les mecs disent à l'église, avec. Il y a beaucoup de sous-points. Déjà, je vais changer de nom parce que Steve, c'est Coma. C'est Coma. C'est commun, mais pas dans l'univers au Gabon. L'univers musical. Au Gabon, c'est comme au Gabon, on peut connaître qui est Steve. Mais Steve, pour le référencement. Pour le référencement Tu connais quel autre chanteur qui s'appelle Steve? Tape sur internet. Aka. Tape Steve, chanteur. Steve, tout court, chanteur. Je te jure, tu vas tomber sur une pléthore de Steve. Il y a même des gars qui s'appellent La Fuente. Wonderful. Donc, tu vois, pour le référencement. Mais pour le référencement, tu tapes sur internet Steve et puis tu choisis ton Steve. Si tu. Steve avec I. J'ai essayé ça même pour YouTube, quand je tape Steve pour le titre Anita, c'est chaud. On me met Salaciel, on me met. Tu vois, rien qu'à cause du titre Anita. Ouais, c'est vrai que Salaciel a sorti aussi. Tu vois, donc il est préférable. On m'a suggéré, les distributeurs m'ont suggéré d'ajouter quelque chose à mon nom. Ah, ok, c'est Steve Ivo. Voilà. Pourquoi Ivo? Evo, c'est pour évolution. Pourquoi évolution? C'est parce que tel un Pokémon. Je parlais de mes deux directeurs artistiques. Il y en a un qui n'est pas là, qui est beatmaker aussi, il s'appelle Mike, et il rappe. Et Zebenka, moi, ça. Voilà. Bon, il faut que Zebibé, Big Firm Equalizer. Donc, un jour, je parlais avec Mike. Et il m'a dit, Steve, comme tout le monde te le dit, parce qu'on me le disait déjà, il faut changer de nom. Je lui ai dit que je suis pas doué pour les AKA. Steve, c'est ton vrai prénom. Voilà, moi j'ai dit je suis pas doué pour les AKA, donc après j'ai dit que même mon album, mon EP s'appellera Evo. Parce que je change de style, voilà, et vous m'avez sorti de ma zone de confort. Après, je lui ai dit, tout comme j'ai trouvé le nom Magic Stick, j'ai dit, tiens, je peux m'appeler Evo. Au départ, c'était ça. J'ai dit que vu que je change de look, pas de look, je change de look musical. Ah, ok. Je vais m'appeler Evo parce que ça parle d'évolution, etc., parce que je fais beaucoup de choses. J'ai dit que je vais m'appeler Evo. C'est comme ça que c'est parti tout court. Après, maintenant, d'autres conseils sont arrivés pour me dire que tu t'appelles Evo, mais ça va être difficile de faire le lien avec Steve. Exact, c'est j'allais retenir d'ailleurs. Il va falloir que tu attaches quelque chose à Evo. Donc, du coup, je suis parti sur Steve Evo. Et, mais je sais, parce que justement, l'un des éléments m'a dit que tu sais, il y a un mec qu'on appelle Music Soul Child. Au départ, il s'appelle Music Soul Child, mais après les gars ils sont fatigués de dire musique Soul Child. Juste musique tout court. Ça s'appelle Music. Avec un Q. Ouais. Voilà, donc du coup j'ai acheté ça et puis j'ai dit que on va aller sur ça. Ils seront fatigués de dire Steve Evo. Et ça arrive déjà. Comment Evo. Voilà. Oui, Evo. C'est tout. Evo, et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors Evo. Tu vois ce qui se fait actuellement en termes de son, en termes d'artistes qu'il y a en termes d'artistes. Le paysage est vraiment, tu vois, dominé par un univers, une ambiance jam et tout ça. Steve, Evo. Ton évolution là, c'est pour t'installer où? Dans le R&B, dans la jam, ta musique a muté
elle a mué vers quoi, en fait? Je fais toujours du R&B. C'est ma base. Et après, je peux faire des excursions un peu partout. Bon, maintenant, l'Ancham, on m'a conseillé, essaie de faire l'Ancham. Je dis que je sais pas faire ce que je ne sais pas. Donc, je sais pas faire de l'Ancham, je vois pas pourquoi je vais en faire. Après, je considère la musique... Tu sais pas faire de l'Ancham comment? Tu as produit un album de N'Cham. Aussi. Oui, mais après... Bon, de Trap Ndo. Si on te met sur l'instru de Vengoya, tu peux chanter, le chant, c'est le chant. Mais après, il faut comprendre que dans la musique, dans les genres, il y a des codes. Exactement. Et oui, exactement. Et si tu n'as pas les codes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça va sonner faux. Je pourrais jamais prétendre c'est de l'usurpation d'identité. Voilà. Merci. Je peux pas faire de la musique comme l'oiseau rare. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire comme la musique comme un mec que je kiffe. Tu peux pas faire comme Général Itachi. Je kiffe ce gars-là. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, la musique comme lui. Donc, moi, je considère la musique comme étant un bassin. En fait, on a tendance à aller on allait à la piscine, on avait le grand, le petit. Moi, je considère le grand bassin comme étant là où les gars font leur jam. Et toi, il maîtrise maintenant, tu as ton créneau. J'ai mon créneau, c'est mon R&B, c'est le petit bassin. Est-ce que tu penses que ton petit bassin là, il y a encore les gens dedans? Il y a des gens. Vraiment. Le problème, c'est que. Est-ce qu'il y a encore un public R&B pour ceux qui comprennent pas, en fait? Le problème, c'est que comme les gens veulent non pas ce qu'ils cherchent dans le petit bassin, ils vont dans le grand. Mais ils se noient là-bas. Les sapeurs-pompiers sont dépassés. Mais ils vont se noyer là-bas, c'est parce que ils n'ont pas ce qu'ils cherchent. Donc, la vérité, c'est que, il y a un public, il y a des consommateurs pour tout. Oui, mais le problème, c'est que si quelqu'un n'est pas nourri, c'est comme toi. Si tu as l'habitude de manger tu as l'habitude de manger du poulet rôti, et que on n'a plus l'habitude de te le servir, et qu'ailleurs on sert du spaghetti viande parce que tu veux pas mourir de faim, tu vas manger du spaghetti viande. Et c'est ce qui se passe avec tu auras mal au ventre. Il y a des gens qui veulent écouter. Regardez les playlists de tous les petits qui écoutent de l'Ancham, qui écoutent de la variette, même nos papas. Tu regardes dans leur playlist, il y a Taïk, il y a Dadju, il y a Maître Gims, il y a de gros rappeurs. Tu vois, non? Il y a de gros artistes, tu vois. Ils ne peuvent pas. Je peux te poser sur la chaise. Non, c'était pour dire à mon élément qu'il y a Vidal qui appelait. Donc, vas-y, tu peux. Donc, il y a des gens qui veulent. Tu regardes dans leur téléphone, même toi dans ton téléphone, vous là dans vos téléphones, il y a du rap. Des bousiers de R&B. Il y a des gars, il y a des mecs, même les bangando, quand c'est le mec qui poignarde, mais quand tu écoutes le gars, il t'écoute les choses du cœur. Oui. Tu vois? Ça veut dire que il y a un genre qu'il aime écouter, mais comme il ne l'a pas, il va écouter ce qu'on lui présente. Et moi, je considère que le R&B, il y a des personnes qui veulent consommer ça. Et mais consommer ça. Il y a, les mecs qui ont écouté La Fuente à cette époque-là, qui étaient fans de R&B, qui ont grandi avec le R&B. Des mecs qui ont 30, 35, 40, 45 ans. 45 ans aujourd'hui, ouais. C'est des mecs qui ont des enfants, qui ont des femmes à la maison. Qui ont des enfants. Et je vais te donner un contre-exemple. Qui vont même rarement en club. Comment tu fais pour trouver le juste milieu entre cette génération-là, fan de R&B, et la génération et tout ça là, pour faire le bridge. Avant de répondre, je vais te donner juste un contre-exemple. Ouais. Mon fils a 8 ans. Ok? Mon fils connaît Michael Jordan. Mon fils est né en 94. En 1994. En 2014, pardon. Il est né en 2014. Il connaît Michael Jordan. Il connaît Michael Jackson. D'accord? Il connaît Bruce Lee. Oui, mais ça c'est toi. Non, je te prends cet exemple. C'est ton fils, c'est pas le fils d'un lambda. Non, je te dis, c'est mon fils, mais si mon fils pense comme ça, combien d'enfants pensent comme ça? Tu as fait les statistiques, tu sais ce que ça veut dire. Donc, si les enfants de maintenant peuvent connaître les artistes ou les sportifs
des sportifs qui sont nés bien des années avant eux, ça veut dire qu'ils peuvent consommer une musique qu'ils ne connaissent pas. Je pense que ça se tape, ça. C'est pas. Ça se tape. Parce que moi, je connais Pelé. J'ai jamais vu un match de Pelé. Ouais, tu connais Pelé. Ouais, mais j'ai jamais vu un match de Pelé. Tu sais qui est Pelé. Tu connais pas Bruce Lee, tu n'as jamais vu Bruce Lee. C'est ça que je veux dire. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu comptabilises dans cette cible, dans ce public R&B là, ces gars qui connaissent La Fuente? Non, je n'ai juste connaître le nom, écouter, acheter, aller au concert, c'est vraiment 4 étapes différentes. C'est 4 étapes différentes. Mais maintenant, ce que moi j'essaie de dire, quand j'ai pris cet exemple, j'allais continuer. Les personnes qui ont écouté La Fuente ont environ 35-40 ans. Ouais. Ce sont des chefs d'entreprise. Mais est-ce que tu te bases... Ce sont des cadres, des chefs d'entreprise, des personnes mariées, voilà. Est-ce que tu te bases sur l'âge pour apprécier de la bonne musique? C'est la question que je te pose. Non, pas nécessairement. Très bien. Donc, ça veut tout simplement dire que si tu fais de la bonne musique et que ta musique passe, un plus jeune, même s'il ne te connaît pas, si c'est bien fait, si c'est communiqué comme il faut, il est capable d'acheter ta musique. Je suis d'accord. Oui, c'est clair. C'est ça. Donc, je ne me base pas sur ce critère. Moi, je me dis tout simplement que je fais de la musique. Pour les jeunes, je suis un nouveau produit. Exact. Je suis un nouveau produit et je me présente sur le marché avec des codes qui s'assimilent aux leurs. Ah, mais attention. Qui s'assimile, Qui s'assimile aux leurs. Parce que tu es quand même quelqu'un d'un certain âge. Voilà. Après, si tu veux aussi, si tu veux faire des trucs qui sont beaucoup plus dirigés vers cette génération-là, ça peut sonner faux. Ça peut sonner faux. Voilà pourquoi les artistes de l'autre côté, et bien même nous le faisons déjà, étant un artiste d'un certain âge, tu prends un artiste beaucoup plus jeune pour attirer sa fanbase. Voilà. Ça, c'est ce que je veux développer dans mes prochains projets. Voilà pourquoi, Général Itachi, tu as écouté quand j'ai dit que je te kiffais, non? Voilà, on y est. Donc, c'est ça. Moi, je ne reste pas sur les acquis de La Fuente. Bien sûr. Ce serait une erreur. Voilà, c'est une erreur. La musique, comme disait un de mes petits, il y a 24 heures dans la journée, dans un jour, il y a un couloir pour toute chose. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde a un créneau. Ça veut dire que le R&B a son couloir. Il y a des gens qui aiment le R&B, il y a des gens qui aiment la bonne musique, comme il y a des gens qui aiment la charm, il y a des gens qui aiment le zouk, etc. Il y a un client pour tout. Exact. Il faut juste créer le besoin. Merci. Il y a des gens qui ont envie d'écouter ça, mais comme ils ne l'ont pas, ils consomment ce qu'on leur propose. Mais oui, c'est clair. Ouais. C'est tout. Je suis d'accord. Donc voilà. Voilà. Nous, on attend ton album. Est-ce qu'on a une période? Est-ce qu'on a une date déjà? Communiquer sur la date, non, mais pas une date, mais est-ce qu'il y a une période? Est-ce qu'on peut se projeter? Oui, l'album est prêt. Dans un mois, dans 2 mois. L'album est prêt. Fin d'année. Je préfère d'abord vous envoyer les singles. Il y a d'abord Michael Jackson. Ouais. Voilà. Qu'il faut consommer. Voilà. Il y a un clip qui arrive. Exactement. Nous sommes en train de régler tous les détails, mais nous sommes déjà en train de préparer le clip. Il va se tourner le plus rapidement possible et vous l'aurez. C'est quand même en 2023. C'est quoi le pari que vous prenez en partant sur un album avec ton équipe, déjà en partant sur un album et aussi en envoyant comme premier single de cet album Michael Jackson en feat avec Zeben, qui aussi ça fait longtemps, tu vois. Ça fait super longtemps. On n'a pas vu Zeben. Zeben a un peu disparu des radars et tout ça. Ouais, peut-être toi aussi, tu avais beaucoup collaboré avec d'autres artistes. Mais à titre personnel, toi aussi, tu n'étais pas aussi présent que ça, tu vois. Peut-être en tant que Majestic et quelques collabs ici et là avec Kokos dans l'album l'année dernière. Et là, vous revenez les deux avec ce morceau-là. C'est quoi le pari? Au départ, c'est un challenge. Hein. C'est un challenge qu'on s'est lancé. On veut faire de la musique. Au départ, on veut faire de la musique comme on aime. C'est le premier challenge qu'on s'est lancé et faire apprécier la musique comme on la conçoit. Maintenant, c'est comme pour tous les artistes. Nous, on veut faire de la musique, on calcule pas forcément. On ne cherche pas forcément à aller dans des calculs savants. Calculs savants. Voilà.
c'est le feeling. Zeben et moi, on est amis depuis plus de 20 ans. Et moi, je fais de la musique pas parce que c'est d'abord commercial, mais c'est parce que ce sont des énergies qu'on se partage. Et par exemple, pour Michael Jackson, j'ai comment dire, le morceau, je l'avais conçu dans ma tête. Dans la nuit, je dormais, j'ai rêvé du son. J'ai travaillé sur le son le matin. Il est arrivé, il y a eu cette énergie. On a enregistré de 10h à 22h. C'était mixé, masterisé, etc. C'est parce que on a envie de le faire. On ne veut pas d'abord passer par des calculs pour pouvoir attirer les gens. Non. C'est comme c'est d'abord ce challenge là qu'on se fixe, lui et moi, pour pouvoir sortir nos trucs. Et puis voilà. Super. Bon allez, l'émission c'est Gestor Radio Show et bienvenue. On va peu à peu vers la fin de l'émission. Bah ouais, ça avance vite et j'ai envie de te demander, Steve Ivo. En dehors de l'album Thriller, puisqu'il s'agit de Michael Jackson. Thriller. Ouais. Quel est ton album de Michael Jackson préféré? Franchement, je pense que c'est Black or White. Dangerous. Ouais, Dangerous. C'est ton album préféré? Ouais, à cause d'un morceau. Lequel? You'll Be There. Ok. Seulement à cause de ce morceau. Ouais. En fait, il y a un truc dans le morceau là, c'est il y a des voix d'abord au début là. Et après maintenant à la fin quand il parle là, tu vois, il y a des voix qui se baladent là. Après j'ai des à côté si il y a dans l'album Invincible, il y a Speechless que j'adore. Depuis là il ne parle pas de Bad. Tu parles non, Bad of the Wall même. Non. Ouais, mais son album préféré en dehors je parlais d'album préféré hein. Ouais. Non, bien sûr, chacun voilà, non, ça là on ne peut pas. Non, ne discute pas ça, juste que tu es en train de m'appuyer le cœur, tu vois. Non, ça. Ah bien, j'aimerais quel ton album préféré. Parce que non, je ne parle pas de ça. C'est lui qui pose, c'est lui qui répond à la question. Peut-être que tu es en train de me dire que c'est un peu bizarre parce que Michael Jackson, on ressent du Beat It et on ressent du Thriller, c'est ça? Pas que. Ma chanson préférée de Michael Jackson, c'est ni Beat It, ni Thriller. Oui. C'est ce que c'est. Ah ouais, attends, laisse-moi donner le titre. C'est Human Nature. C'est ma chanson préférée de Michael Jackson. Donc du coup, Thriller et tout ça, c'est vraiment loin du compte. Mais il est en train de m'appuyer le cœur. Mais il t'appuie le cœur. Mais je t'appuie le cœur depuis que la Fuente existe. Est-ce que tu as eu des en dehors des Boyz II Men, etc., Michael Jackson, est-ce qu'en local tu as eu des références au Gabon? Oui. Au Gabon. En R&B. En R&B. Ouais. Pas spécialement, mais j'ai eu des amis qui ont contribué. Parce que faut pas suivre, tout comme le rap, le R&B à une époque était très compétitif. C'est-à-dire on se voyait, on faisait même des battles. Ouais, au lycée quoi. Voilà. Il y avait c'était des battles underground. Ouais, des battles de vocals, mec. Il y avait Fort Bellani, il y avait Profile qui était produit par Danger. Voilà, il y avait plein d'autres gars. On avait même plus ou moins monté une association de chanteurs R&B. Il y avait Cass de R&B. R&B Killer. On se connaissait, on était tous au lycée. Voilà, donc on a eu ce truc là, mais maintenant en termes d'influence, non, je n'en ai pas réellement eu. C'est peut-être chez les grands, mais c'était pas du R&B. Il y a PFM qui était là. J'appréciais ce que PFM faisait, mais sans plus. Voilà. Ouais. Justement, est-ce que à cette époque, il y avait un chanteur en particulier qui a eu une influence sur toi? Tu as dit les Boyz II Men. À l'époque. Non, je sais pas, au Gabon. Ça dit même au lycée, même les mecs du lycée, etc. Aucun. Ah ouais? Aucun. Même les chanteurs de variété. Aucun. Si tu ne me parles pas de Boyz II Men, ne viens pas me parler. Ah ouais! Aucun. Parle-moi de... Quand tu me parles... Non, le chanteur, je dis... Tu as écouté le dernier de Boyz II Men? Non, mais Boyz II Men, c'est loin. Voilà. Oui, mais c'est avec ça. Après, il y avait d'autres artistes. Bien sûr. Il y avait un d'entre nous qui était très fan de Brian McKnight. Il m'a fait découvrir Brian McKnight. J'ai kiffé. Il y avait Joe Desi. Joe Desi. Pour l'époque. Joe Desi, pour PFM, c'était un genre de Joe Desi. Exactement. Mais pour l'époque,
on avait que comme on n'avait pas de vrais repères en R&B au Gabon, on prenait nos repères ailleurs et les meilleurs repères c'était les repères américains. Mais clairement, que ce soit en rap, R&B ou soul, peu importe, c'est logique. Et tous les jours je réapprends parce que mon manager c'est la bible du R&B. Franck Arnaud Meunier, qui ont souhaité un joyeux anniversaire, qui est certainement connecté sur Gestor Radio. Ouais, qui est un grand fan de R&B. Et big up aussi à Q-Daz. Aïe. Mais attends, tu parles de R&B et voilà, il y a Q-Daz, mon gars. Faut qu'on reçoive ces mecs ici, Abdel Jawad. Faites un podcast sur le R&B. Ouais, on va faire ça et on va aussi inviter Steve à ce podcast-là parce que je ne suis pas très cultivé. Tout à l'heure, il parle. Tu peux nous faire la genèse de Boyz II Men, ça peut être intéressant. Comment ça? Bah oui. Je vais revoir mes fiches. Yes, voilà, Steve, Ivo, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir. Partagé. Bah oui, merci. C'est un plaisir. Et puis, nous, on va se quitter sur Michael Jackson parce que c'est ton actualité. Dis-nous d'abord la chanson, là. C'est disponible où? Oui, c'est pas disponible chez nous. C'est pas encore disponible chez Gestor. Pourquoi? On va en parler en off. Non, on en parle devant le peuple gabonais. On va en parler. Les Gabonais veulent savoir. La communauté nationale et internationale. Voilà. Gestor distribuera le reste de l'album. Gestor aura l'album. Ok, nous on attend cet album d'oreille ferme. Ouais. Et voilà, on ne peut que te souhaiter bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, et on attend le clip aussi de Michael Jackson. Et tu vois, il y a un Michael Jackson qui tourne souvent dans les quartiers. Ouais, c'est vrai, il faut appeler le frangin. Venir faire son Michael Jackson parce que le frangin c'est un passionné de Michael Jackson, tu vois. Il faut inviter le frangin à venir danser Michael Jackson. Franchement, je pense que ça donnerait quelque chose de super cool. Exact. Et puis des fans de Michael Jackson, il y en a tellement, oh là là. Voilà. Ils sont pléthores dans le monde. Ouais, ils sont pléthores. Et puis je pense que c'est l'artiste qui a le plus de sosie, de vocal sosie, quoi. Vocal sosie. Ah, mon gars, vocal sosie. Ou bien gestuel sosie. Gestuel sosie. Ah, mon gars. Tu arrives là-bas comme. Mais il y a des gars qui arrivent à imiter le gars. Mon gars, même le gars qui a fait le dernier album, on l'a attrapé. Ça, c'est sa mère qui l'a attrapé. C'est pas les profs. Bon, c'est les fans aussi. Les fans l'ont attrapé, toi aussi. Au point où Sony a reconnu, ils ont retiré l'album des plateformes. Non. Mais sérieux, ils ont retiré l'album des plateformes. Non, c'est pas Michael qui chante. Sur telle piste, c'est pas Michael qui chante. Non, le vibrato là, c'est pas Michael. Donc c'est pas. À ce qu'il a. Donc c'est pas des vocal sosie, c'est des arnaqueurs. Voilà. Bon allez, la famille, l'émission c'est Gestor Radio Show. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir Steve. Je n'étais pas tout seul et sono bien. J'étais avec ma main Abdel Jawad bébé et Clint Busy. de chez Willy Trap baby. On se retrouve vendredi. D'ici là, prenez soin de vous. Que la Gombe vous garde. On se quitte sur Michael Jackson de Ivo. Bye bye. Tu me valides. Trop de victimes à mon actif, je sais que tu me portes l'œil. Je sais que ça te fout le seum, j'en ai dans le passif, c'est normal. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission Gestor Radio Show. Gestor Radio Show. Gestor Radio Show.